présidente, à Madame le maire, présente ici. Je remercie mon collègue Jean-Louis Adrien aussi qui nous a fait une magnifique ouverture et puis je suis très fière pour lui de ces différents prix d'innovation pédagogique qui sont tout à fait mérités parce qu'il a toujours été à la pointe de l'innovation. Il a balayé les vieilles idées, comme vous disiez tout à l'heure, et il va de l'avant. Et donc moi, je suis professeure à l'université, mais je suis également directrice d'un CESAD, service d'éducation et de soins à domicile, et de d'une structure associative et d'une structure expérimentale. Et j'ai eu le plaisir de recruter des jeunes qui viennent de cette formation et j'en suis tout à fait ravie. Alors, est-ce que... Oui, voilà. Donc on a déjà évoqué le problème du fonctionnement spécifique des personnes avec autisme. J'y reviens parce que effectivement c'est la principale justification de cette nécessité de formation spécifique. Nous savons que les personnes qui ont de l'autisme présentent des particularités sur de nombreux plans, des particularités cognitives, des particularités dans la communication et, monsieur l'a dit tout à l'heure, des particularités sensorielles qui effectivement conditionnent beaucoup leur mode de traitement de l'information, leur adaptation à l'environnement, qu'il soit physique ou social. Et ce sont également des particularités qui conditionnent beaucoup la manière dont ils vont apprendre. Et donc, au lieu de penser tout de suite qu'ils ne peuvent pas apprendre, qu'ils ne sont pas capables de s'adapter, eh bien, on va se pencher sur leur fonctionnement spécifique, essayer de mieux le comprendre pour pouvoir leur offrir ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire une éducation comme tous les enfants. Donc ça a déjà été dit, mais je rappelle que les formations vont avoir pour objectif d'apporter à la base les connaissances qui vont être nécessaires à l'exercice d'une profession, d'un métier, mais aussi, et j'insisterai beaucoup là-dessus, les formations doivent aussi être plus larges que celles qui touchent peut-être les professionnels dans leur activité professionnelle pour permettre de développer un savoir-vivre ensemble, c'est-à-dire connaître le fonctionnement des personnes pour pouvoir vivre avec elles. Alors on reverra après les différentes professions, mais quels sont les besoins en matière de formation? D'abord, savoir repérer les signes d'autisme. La France a connu, comme vous finalement, comme votre pays, un retard dans le repérage des signes. Et pendant longtemps, on ne faisait pas de diagnostic. On trouvait que c'était agressif de faire un diagnostic et de le dire aux parents. Il fallait les protéger, donc il ne fallait pas leur dire. Et on a connu des familles qui étaient dans une errance médicale parce qu'ils allaient voir les uns les autres et ils ne comprenaient pas ce qui se passait chez leur enfant. Alors c'est vrai que déjà savoir repérer les signes d'autisme et dire de quoi il s'agit, eh bien ça permet de comprendre quel est le fonctionnement de l'enfant, comment il s'adapte. Et donc ça permet au final de savoir appliquer les interventions, les modalités d'accompagnement dont on a eu quelques illustrations dans la communication précédente, et appliquer les interventions nécessaires pour que les personnes puissent accéder à une meilleure qualité de vie, qu'elles puissent apprendre, qu'elles puissent être plus à l'aise parmi les autres en fonction de leurs moyens, de leurs potentialités.
Savoir prodiguer aussi les soins nécessaires aux personnes en fonction de leurs besoins. Alors, vous savez, à un moment, quand on parlait de soins en matière d'autisme, on ne parlait que de psychiatrie. Et on disait que pour les enfants avec autisme, il fallait des soins et pas d'éducation. On occultait cet aspect éducation. Et puis, on est parti beaucoup dans l'éducation, puis on a oublié que les personnes qui ont de l'autisme, les enfants, les adolescents, les adultes, ont aussi des besoins en santé qui ne sont pas que dans le domaine de la psychiatrie. Ils peuvent avoir un problème respiratoire, ils peuvent avoir un problème cardiaque, ils peuvent avoir un problème de dents, de vue, etc. C'est vrai que il y a des enquêtes qui ont montré que l'état sanitaire des personnes avec autisme et aussi par extension les personnes avec des déficiences intellectuelles simples, je dirais, sans autisme, était absolument déplorable dans les institutions parce que on considérait que peut-être c'était pas important, mais en tout cas c'était trop difficile et donc on ne faisait pas soigner, examiner. Et donc cette question des soins, je pense que c'est effectivement très important et on va voir que du coup le problème de formation touche toutes les catégories de médecins et pas seulement les psychiatres. Et puis, savoir vivre avec les personnes, ça sera un petit peu mon fil rouge parce que savoir vivre avec les personnes, ça part du médecin qui va bien accueillir la personne et sa famille, jusqu'aux parents, aux voisins qui vont savoir adapter leur comportement face à la personne. Alors j'ai listé, c'est un peu ingrat pour vous, mais j'ai essayé de lister les personnes concernées. Je m'excuse par avance si j'ai oublié des catégories professionnelles. Donc les médecins pour le diagnostic et suivi médical, donc toute spécialité, j'y reviendrai un petit peu, j'aurai des illustrations. Les psychologues pour les évaluations et l'encadrement des équipes éducatives. Et donc, comme les psychologues vont avoir à encadrer des équipes éducatives, on a intérêt à ce que les formations de psychologues elles soient vraiment approfondies. Quand on entend le professeur Adrien dire le nombre d'heures et la qualité des formations des intervenants de terrain. En principe, des gens qui supervisent doivent en savoir encore plus. Bon, et dans les cursus de psychologie tels qu'ils sont actuellement, dans certains endroits, c'est vraiment loin d'être le cas. Alors les éducateurs, bien sûr, les enseignants, les personnels de la petite enfance qui sont particulièrement précieux pour ce qui est du repérage. Je reviendrai sur une étude qu'on a faite sur le diagnostic précoce et c'est vrai que les personnels de crèche sont des personnes qui connaissent bien le développement des enfants ordinaires et qui sont vraiment d'une aide précieuse pour aider au dépistage. Les orthophonistes, vous dites les logopèdes, ici je crois, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les infirmiers, les kinés et tous les paramédicaux qui sont susceptibles d'intervenir. Les administratifs, parce que quand une personne avec autisme entre dans une institution ou lorsqu'il y a des démarches à faire, il est vraiment important que les administratifs sachent de quoi ils retournent pour prendre des décisions d'orientation avec les médecins et les psychologues. Les juristes aussi qui ont à défendre les personnes avec autisme. Et puis, je dirais aussi quelques mots des formations de parents. Les parents ont à intervenir par obligation, je dirais, parce que c'est leur rôle et donc on ne voit pas pourquoi on ne les formerait pas, puisque à un moment, il y avait, vous savez, un besoin de distinguer entre les professionnels et les parents, et c'est vrai que la distinction, elle a lieu d'être, mais on disait, ah non, pas de formation pour les parents.
Or, les parents, au quotidien, ils ont justement à gérer les difficultés avec leur enfant, et donc c'est quand même important qu'ils aient une formation. Et puis les membres de la société, moi je plaide beaucoup pour une formation citoyenne, pour que quand on rencontre une personne avec autisme, eh bien on sache au moins ce qu'il ne faut pas faire et peut-être au mieux ce qu'il faut faire. Quelquefois, il y a des erreurs évidentes à éviter. Et puis, un petit geste pour permettre à la personne d'être mieux. Alors, une des questions vraiment importantes, c'est effectivement, est-ce qu'on doit faire de la formation initiale ou de la formation continue? Alors, évidemment, les deux. La réponse, c'est les deux. Donc, on a certains cursus qui ont déjà intégré les informations actualisées. En psychologie, par exemple, Jean-Louis Adrien et moi, on doit être assez fiers finalement parce qu'en France, on a, les psychologues ont été pionniers. À partir du moment où on a commencé, nous, à être nommés dans des universités, quelquefois avec beaucoup de difficultés, beaucoup de résistance, on a réussi à instaurer des enseignements actualisés. Quelquefois, c'était une guerre de tranchées avec les collègues, enfin je parle pour moi. Voilà, c'était vraiment difficile, mais on a quand même été pionniers en la matière. La plupart des cursus ne proposent que quelques heures. C'est vraiment 1 heure ou 2 où on va à peine savoir ce que c'est que l'autisme, quelquefois avec une vision historique, les vieilles idées, et peu d'idées neuves. Et donc, effectivement, là, il y a quand même un nœud important qui est celui des idéologies. C'est vrai qu'il y a des modèles qui ont la vie dure et qui essaient de résister aux avancées scientifiques qui pourtant permettent d'affirmer maintenant qu'on a affaire à un trouble neurodéveloppemental et qu'il faut chercher de ce côté-là pour fournir les meilleures aides. Donc on va devoir bien sûr aller vers des formations complémentaires pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir dans leur cursus une formation suffisante, d'où la mise en place de diplômes d'université chez nous et de formation. Ces diplômes d'université sont souvent en formation continue. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans la formation continue, on a aussi des stages spécifiques de formation à certaines méthodes de prise en charge, par exemple. Vers quoi on devrait aller? Donc, déjà, les cursus initiaux, il faut les consolider. Il faut les améliorer avec des temps d'enseignement qui soient plus conséquents, des contenus qui soient actualisés en fonction des recommandations. Nous, maintenant, on a quand même cet élément important, les recommandations de la Haute Autorité Santé, qui résultent quand même du travail d'experts au niveau national et international, et donc ça, c'est opposable. On peut dire, voilà, il y a des recommandations. Alors pour la médecine, bien sûr, un médecin, quel qu'il soit, doit reconnaître les signes d'autisme. C'est pas possible qu'un médecin ne connaisse pas cette pathologie. Donc on doit avoir des informations dans le cursus général avant la spécialisation sur la description clinique, le dépistage, le diagnostic précoce, l'étiologie, les traitements, les interventions recommandées. Tout ce que connaissent les professionnels de terrain de la licence professionnelle. Donc, on va inscrire quelques médecins, peut-être, dans cette formation. Alors, pour les spécialités comme la pédopsychiatrie, la pédiatrie, la neuropédiatrie, bien sûr, il doit y avoir un approfondissement
conséquent. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas allée mesurer le nombre d'heures passées pour les pédopsychiatres sur l'autisme, mais je crois que c'est assez réduit pour le moment. Et donc, les gens qui veulent, parce qu'il y a des pédopsychiatres qui s'intéressent, parmi les jeunes, il y a quand même des gens qui s'intéressent aux nouvelles connaissances et ils vont à la recherche de ces connaissances, mais après leurs études. Et de toute façon, pour tous, il y a nécessité d'enseignement post-universitaire pour une mise à jour régulière. Par exemple, il y a 15 ou 20 ans, on n'en connaissait pas autant que maintenant sur la génétique. Et donc c'est important que les médecins aient des enseignements post-universitaires pour savoir que dans leurs examens à préconiser, peut-être il y a à rechercher un X fragile par exemple, parce que c'est très fréquemment associé. Donc il y a des enseignements post-universitaires qui ont toute leur importance pour la mise à jour des connaissances. Donc, plus en détail, pour les médecins, donc les généralistes et les pédiatres, le diagnostic. Bon, le diagnostic, c'est quand même là où tout commence. C'est là où tout commence, et donc il nous faut les généralistes de plus en plus, parce que les pédiatres sont, je dirais, une espèce en voie de disparition, compte tenu, chez nous en tout cas, compte tenu du nombre des numerus clausus qui ont existé en médecine, et on a un retard vraiment important qui va être difficile à rattraper. Et donc, quand on cherche un pédiatre, on n'en trouve pas forcément, et donc les généralistes vont avoir à faire ce type de travail. Donc, identifier les grands signes qui sont décrits dans les classifications internationales, manier les outils standardisés. On a ce qu'on appelle le gold standard pour le diagnostic de l'autisme, c'est deux outils. L'ADI-R, qui est un entretien qui est passé avec la famille et qui permet non seulement de décrire les troubles actuels, mais pour authentifier le diagnostic quand il n'a pas été fait chez un enfant qui a déjà quelques années, un retour sur la petite enfance, l'âge de démarrage des troubles, et puis la période 4 à 5 ans qui est une période cruciale parce que souvent c'est là où les troubles qui pouvaient être discrets avant s'installent fortement et deviennent beaucoup plus caractéristiques. Et puis la DOS qui est le complément puisque c'est une échelle d'observation qui permet, en mettant la personne dans des situations qui vont nécessiter une interaction avec l'examinateur, eh bien, ça permet d'observer les troubles et d'arriver à un diagnostic. Et puis, il y a l'identification des signes précoces, parce qu'on parle toujours des signes, on parlait de la triade autistique, c'est-à-dire les troubles des relations sociales, de la communication et les problèmes de comportement répétitif stéréotypé. Maintenant, c'est réuni dans deux grands groupes, anomalies des interactions sociales et de la communication et troubles des comportements. Mais ces classifications-là sont trop grossières pour ce qui concerne les tout jeunes enfants. Il faut aller en amont et voir des comportements qui préfigurent les signes qu'on va voir par la suite. Et ça, pendant longtemps, les médecins ont beaucoup banalisé les tout petits signes qu'on a appris maintenant à repérer. Il y a eu des travaux rétrospectifs, et Jean-Louis Adrien y a bien participé avec les vidéos familiales, qui permettaient d'aller voir qu'est-ce qui se passait avant chez des enfants pour lesquels on a confirmé le diagnostic.
Et puis, il y a maintenant beaucoup d'études prospectives, c'est-à-dire on travaille sur les familles, sur les populations à risque, c'est-à-dire une famille dans laquelle il y a déjà un enfant atteint. On va suivre le second et le troisième, et donc on va apprendre à mieux voir l'émergence des tout petits troubles. Et il y a beaucoup de travaux là-dessus qui ont débouché sur des outils, la confection d'outils comme le chat et le mChat. Le chat, c'est un outil qui est destiné à des professionnels dans lequel il y a quelques questions qu'on pose aux parents et puis des mises en situation de l'enfant pour observer son comportement. Et on va voir, par exemple, si l'enfant répond à l'appel de son prénom, c'est un des signes précoces. On va voir si il répond à l'attention conjointe. On va lui pointer quelque chose et on va voir s'il suit la direction. On va voir si lui-même initie l'attention conjointe, c'est-à-dire est-ce qu'il montre quelque chose pour partager l'intérêt avec une autre personne. Et donc ces outils-là, ils sont vraiment importants à connaître pour être capable d'identifier les signes précoces. Entendre les inquiétudes des parents, ça c'est vraiment une compétence que les médecins de la petite enfance doivent acquérir parce que beaucoup d'entre eux vont banaliser en pensant que les mères, toujours les mères, s'inquiètent inutilement, que ce sont des mères anxieuses. Ça peut arriver, comme dans toute la population, ça peut arriver, mais on peut être anxieux sans raison, ça arrive, mais on peut être anxieux parce qu'on a vu des choses qui nous paraissent pas tout à fait ordinaires. Et donc dans la rencontre entre un médecin et des parents, il est vraiment important que les médecins sachent dresser l'oreille quand il y a certaines descriptions, certaines inquiétudes de la part des parents. Et puis savoir orienter vers les examens complémentaires pour rechercher l'étiologie, rechercher les pathologies associées et savoir orienter vers une évaluation et une intervention. Donc on voit que ce n'est pas en 1 heure ou 2 de présentation de l'autisme qu'un médecin va être capable d'acquérir toutes ces compétences. Alors toutes les autres spécialités médicales, bien sûr, elles vont intervenir moins en première ligne, mais elles peuvent être amenées à rencontrer des pathologies associées. Et à ce moment-là, lorsque la personne a des pathologies associées, c'est le spécialiste de la discipline qui va devoir examiner et soigner. Et donc, il a intérêt à comprendre aussi, au moins à minima, le comportement de la personne pour adapter son approche. Par exemple, on sait que certaines personnes avec autisme ont vraiment peur du contact physique, ont un retrait face au contact physique. Alors le médecin qui arrive avec ses gros sabots et qui va toucher tout de suite massivement, eh bien, il crée un état de panique et voilà, parce qu'il fait comme d'habitude, il va gratouiller la tête de l'enfant par sympathie et l'enfant, il va avoir une réaction de retrait. La difficulté d'attente. On travaille beaucoup, nous, avec un ORL qui fait l'examen de nos enfants pour aller rechercher avec un examen qui s'appelle l'auto-émission cochléaire, donc l'hypersensibilité auditive. Et c'est vrai que si on met le rendez-vous en fin de journée, quand l'enfant est déjà très fatigué et puis qu'il y a la salle d'attente qui est pleine, forcément, on va aller au clash parce que l'enfant ne peut pas attendre et puis on va dire mais il est mal élevé, on va le retirer de la salle d'attente. Bon. Donc tout ça mérite d'être connu afin d'adapter. Notre ORL, il est très sensibilisé par nous, par notre équipe, et donc il réserve un créneau
par semaine, le matin, tout de suite. Il prend tout de suite les enfants, il n'y a pas d'attente, et donc il peut réaliser son examen dans les meilleures conditions possibles. Pour l'ophtalmologie, c'est pareil, il y a des adaptations à faire, il y a une certaine patience à manifester pour arriver à examiner les enfants. Alors, je voulais vous donner un petit exemple en chirurgie dentaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, je vous le recommande. Alors, je vais essayer de me connecter. Alors, je sais, comment est-ce qu'on fait pour cliquer sur le lien ? Le clavier. Alors, je vais me connecter pour vous montrer de quoi il s'agit. Ah mince, oui, j'ai dû taper automatiquement. Pourtant là, c'est... Non. Bon, pourtant j'ai vérifié mon mot de passe tout à l'heure. Alors, oui, d'accord. Voilà, normalement ça doit aller là. Voilà. Voilà. Alors, c'est un site qui a été réalisé par une équipe qui a abouti à... Donc, c'est SODEV, l'association. C'est une aide pour les soins dentaires. Et donc, c'est destiné aussi bien aux familles qu'aux professionnels pour préparer l'arrivée au cabinet dentaire. Voilà. Alors, voilà un exemple de document avec des supports visuels qui permet d'expliquer à l'enfant pourquoi la bouche c'est important, par exemple. Donc c'est une première... Ah mince, je me suis déconnectée. Bon, je ne veux pas perdre trop de temps. Voilà, accueil. Voilà. Donc vous voyez un kit, une mallette pédagogique qui permet donc de voir les différents aspects de la santé orale et qui donne des outils aux parents. Il y a des vidéos, il y a des outils visuels pour préparer la personne. Bon, je ne vais pas m'appesantir, mais vous pouvez prendre donc les coordonnées. C'est SODEV et vous pouvez vous y inscrire sans aucun problème. Hein, tout le monde y a accès. C'est gratuit. Voilà. Donc, des initiatives comme celle-là, elles méritent d'être soulignées parce que voilà, les parents sont mieux sensibilisés, la personne elle-même est sensibilisée, préparée à ce qui va se passer, et le médecin en face est amené aussi à prendre un certain nombre de précautions par rapport à la sensibilisation dont il a bénéficié. Cette information qui peut être utile à tous les parents qui sont ici. Donc en psychologie, bon, il convient d'harmoniser les cursus parce que Madame a dit tout à l'heure qu'il y avait des endroits où il y avait, je crois que c'est les éducateurs qui avaient 2 cours contradictoires. Voilà. Eh bien, j'ai connu ça à mes débuts, quand je suis arrivée dans mon université et que j'ai voulu instaurer le premier cours magistral sur l'autisme. Eh bien, j'ai un collègue d'une obédience contradictoire, contraire, qui, dans l'amphithéâtre d'à côté, faisait son cours. Alors, mal lui en a pris parce que, comme il avait peu d'arguments scientifiques, il donnait dans l'insulte à mon égard. J'ai eu droit
qualificatif de nazi, par exemple, puisque j'utilisais les méthodes comportementales. Et donc, il a entraîné un soulèvement des étudiants qui, un jour, ont quitté son amphithéâtre pour arriver dans le mien et dire « Madame, on vous soutient parce que ce qui se passe à côté, ça n'est pas acceptable ». Donc, il s'est coulé lui-même et donc il a arrêté son grand cours sur l'autisme. Donc, développer des spécialités pour la formation des psychologues, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les psychologues ont intérêt à en savoir plus que les professionnels de terrain et donc là, il faut vraiment développer leur formation dans ce sens-là. Développer des formations destinées à des intervenants de terrain, et tout a été dit tout à l'heure à propos de la licence professionnelle, et puis à la formation continue pour les psychologues également. Alors pour toutes les autres spécialités, je ne vais pas revenir sur le détail pour chaque profession. Mais bien évidemment, il faut introduire des contenus actualisés, suffisants en durée, enseigner les contenus concernant le fonctionnement spécifique. Pour les éducateurs, c'est quand même la moindre des choses parce qu'au quotidien, ils vont devoir travailler avec ces enfants, enseigner les approches éducatives, et veiller à ce que les stages soient en accord avec les enseignements. Parce qu'on a quand même un problème actuellement, c'est que on enseigne certains contenus actualisés en fonction des connaissances scientifiques et que, comme on n'a pas encore suffisamment de professionnels bien formés sur le terrain, on a quelques étudiants qui rencontrent des difficultés en stage parce qu'ils sont obligés de discuter pour essayer de mettre en application ce qu'ils ont appris parce qu'en face, ils ont des professionnels qui ne les suivent pas tout à fait dans ce sens-là. Alors les enseignants, c'est vraiment extrêmement important aussi puisqu'on va vers l'inclusion des enfants en milieu scolaire et donc là aussi les enseignants doivent avoir des contenus actualisés, des modules de spécialisation pour ceux qui auront à s'occuper d'enfants avec autisme et puis adapter les méthodes pédagogiques en prenant en compte les difficultés spécifiques. On a actuellement en collaboration avec l'Université de Lyon un travail d'une étudiante sur la compréhension de la lecture et les gens qui font de la neuropsychologie savent qu'il y a des compétences spécifiques qui sous-tendent la compréhension de la lecture et que ces compétences ne sont pas toujours, elles sont parfois hétérogènes et que si on se contente d'appliquer une méthode classique d'apprentissage de la lecture sans tenir compte de ces particularités, eh bien, on va arriver au mieux à une lecture automatique sans saisie du sens, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Les administratifs et les juristes, donc une formation, au moins une information, je dirais, pour savoir faire face aux différentes situations. Alors, à Toulouse, ça fait longtemps, je tairai le nombre d'années, mais ça fait longtemps que j'y travaille. Et au départ, j'ai commencé modestement, alors par ce grand cours magistral, et à côté par le séminaire de recherche en master première année. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des étudiants fidèles qui étaient intéressés, qui voulaient faire leur mémoire de recherche sur l'autisme et qui allaient dans les familles. Alors c'était un peu la condition pour s'inscrire dans mon séminaire. Il fallait donner de son temps à des familles pour que ce soit équilibré, c'est-à-dire je ne voulais pas que les étudiants se servent des familles uniquement pour aller chercher des données pour leur recherche, mais il fallait qu'il y ait une contrepartie et donc un travail dans les familles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un groupe de jeunes professionnels conscients vraiment des difficultés et préparés à leur métier dans ce sens qu'ils étaient préparés à une bonne collaboration avec les familles, en voyant vraiment ce qui se passait à la maison. Alors on est arrivé maintenant
a un cursus qui se tient à peu près en L1 et L2, donc licence première, deuxième année. On a les enseignements de neurosciences où j'ai vraiment, avec la complicité de mes collègues de neurosciences, on a vraiment les bases concernant l'autisme, ce qu'on connaît aujourd'hui. En L3, on a une UE de psychopathologie développementale dans laquelle on va donc approfondir les notions sur les troubles du spectre de l'autisme. En Master 1, on a une UE de psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte dans laquelle on a introduit à nouveau des contenus. Puis on a le séminaire spécialisé pour le mémoire, ça permet encore d'approfondir. Et en Master 2, on a maintenant un master professionnel qui s'appelle Troubles neurodéveloppementaux et prévention des inadaptations, donc qui prépare des psychologues à cette fonction d'encadrement sur le terrain. Alors je recrute de préférence des gens qui ont déjà, pendant leur L3 et leur ME1, fait des stages dans l'association avec laquelle je travaille, c'est-à-dire le CERESA, Centre d'éducation et de services pour l'autisme. Et donc ce sont des gens qui ont déjà sur le terrain acquis des compétences et qui peuvent maintenant accéder à la supervision. Je tiens beaucoup à ce que les gens aient travaillé sur le terrain avant de se placer en position de superviseur. Et puis on a un master recherche aussi, neuropsychologie, neurosciences cliniques, qui est cohabilité avec la faculté des sciences de Toulouse, Paul Sabatier, avec Lyon et Grenoble. Et là encore, il y a des enseignements qui dirigent plus les étudiants vers la recherche. Alors, il y a un projet de licence professionnelle sur le modèle de celle de Jean-Louis Adrien. Il manque un peu de moyens parce que vous avez compris que pour faire tourner une telle formation, il faut quand même du monde. Alors, on a des enseignants-chercheurs, mais pour l'instant, on en a trop peu. Et on a beaucoup de professionnels de terrain qui ont quand même été formés par nous. Alors, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais ce n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Et en formation continue, on a un DU, autisme et autres troubles du développement, qui a été un prolongement du programme européen Éducotisme. Ça a été une application, ce programme. Mais c'est la dernière année où on va faire ce DU en présentiel parce que ça devient trop difficile. On a été vraiment copié, mais copié pas forcément toujours dans la qualité. Et il y a des DU qui ont fleuri partout en France. Donc il y en a d'excellents et il y en a de moins bons. Voilà. Et donc les employeurs, par exemple, ne veulent pas forcément que les éducateurs viennent s'inscrire au DU à Toulouse quand il y en a un près de chez eux. Et donc, on a du mal à recruter. Et comme on ne s'arrête pas là et qu'on a quelques idées neuves, à la place, on est en train de préparer un DU à distance. On continue dans l'innovation. C'est un gros travail, c'est un travail passionnant parce qu'effectivement, un DU à distance, ce n'est pas simplement mettre en ligne des cours, c'est réfléchir à toute l'architecture et se représenter la manière dont l'apprenant va se saisir des informations. Et donc, il faut prévoir toute une architecture avec des petits enregistrements vidéo, des illustrations, des exercices. On n'a pas le droit de passer à l'étape suivante si on n'a pas réussi à faire tous les exercices. Voilà. Et donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer à la rentrée 2014 et ça facilitera justement pour les gens qui sont éloignés. Alors pour la transmission des savoir-faire, je pense qu'il faut aussi imaginer d'autres choses que simplement faire des cours magistraux, parce qu'il faut apprendre intégrer les informations. Et Jean-Louis Adrien parlait de jeu de rôle, c'est vrai que c'est une bonne méthode pédagogique,
Comment mener un entretien à visée diagnostique? Eh bien, autrefois, on l'apprenait en théorie, et puis la première fois qu'on le faisait, on le faisait avec une famille. Ça peut être désastreux si on ne sait pas trop s'y prendre. Et donc, il vaut mieux s'entraîner avant avec des collègues qui vont jouer le rôle des parents. Et on va apprendre à éviter de dire des sottises, à chercher l'information tout en soutenant la personne, donc jouer vraiment son rôle. Comment faire l'annonce du diagnostic aussi? Parce que on a connu des périodes, je le disais tout à l'heure, où on ne donnait pas le diagnostic, et puis on a connu aussi des gens qui le donnaient de manière brutale au moment de dire au revoir et qui laissaient les gens avec le paquet. Donc là aussi, il y a des choses à apprendre à gérer ses propres émotions, parce que c'est vrai que ce n'est pas rien d'annoncer ce diagnostic. Mais en tant que professionnel, eh bien, on se doit de gérer ses émotions et pas de fuir parce qu'on a peur de ce que ça va donner comme réaction en face. Comment recueillir les informations dans le cadre d'une évaluation? Comment discuter le projet individuel et non pas faire son évaluation puis dire aux parents voilà, c'est comme ça. Donc prendre en compte les demandes des parents tout en recentrant sur les besoins de l'enfant, parce que quelquefois, on a un parent qui a une idée précise. Par exemple, je veux que mon enfant apprenne à lire. Et puis nous, on a évalué et on pense que l'enfant n'est pas encore prêt pour ça. Donc c'est dans une négociation. On va bien sûr accueillir favorablement la demande de la famille, mais en disant, mais voilà, il y a différentes étapes à franchir avant d'arriver à ce que vous demandez. Et en général, ça se passe très bien. Alors que si on dit « Ah non, 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 on ne peut pas lui apprendre à lire, c'est pas possible. » Bon, on voit des maladresses comme celle-là si ça n'a pas été travaillé en amont. Et puis, il y a l'immersion supervisée dans les familles. Dans notre master professionnel, on a une unité d'enseignement qui est intervention à domicile. Donc les étudiants ont un grand nombre d'heures d'intervention à domicile, et pour cette unité d'enseignement, les heures que doivent les enseignants sont pour la supervision. Donc on a intervention à domicile toutes les semaines, et toutes les semaines on a aussi la supervision, ce qui permet de vraiment travailler dans la qualité avec les familles. Les stages de professionnalisation, bon, c'est important. Les stages de formation pratique en formation continue, bon, c'est vrai qu'une des limites de l'université, c'est au niveau des méthodes de prise en charge. C'est vrai que quelquefois, on ne peut pas aller au fond de la formation qui doit être complètement exhaustive, et donc on va être obligé de, même 24 heures sur la BA ou le TEACH, c'est considérable, mais à mon avis, il faut encore aller au-delà. Et puis, la supervision. Alors, la supervision, c'est vraiment important parce qu'un professionnel qui a été formé, qui se retrouve seul face à une situation quelquefois problématique, il a besoin de pouvoir avoir un œil extérieur qui le guide dans la mise en pratique. Et ça, dans les formations, il faut prévoir le prolongement par la supervision. Enfin, la formation des parents, je trouve qu'elle est vraiment importante aussi, parce qu'ils doivent comprendre eux aussi le fonctionnement de leur enfant, c'est la moindre des choses, parce que ça leur permet de mieux communiquer et ça leur permet aussi de démultiplier les effets des interventions. Même si on ne veut pas que les parents aient toute la charge, c'est pas possible. Il faut que les professionnels prennent une grosse partie, mais il faut aussi permettre aux parents de continuer en sachant être en harmonie avec ce qui se fait par ailleurs. Et il faut prévoir des modes de répit, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que dans certaines approches, on en revient à culpabiliser les parents en disant « s'il n'a pas évolué, c'est parce que vous n'en avez pas fait assez ».
Non, il faut donner les outils aux familles pour pouvoir prolonger le travail et mieux communiquer au quotidien, mais il faut aussi leur permettre des modes de répit. Former aussi à la gestion du stress et à la résolution des problèmes. Donc on a en cours une thèse sur l'évaluation d'un programme d'aide aux aidants familiaux qui croise les trois dimensions. D'une part, formation des familles. On a mis en place l'école des parents, où les parents se retrouvent pour à la fois entendre des contenus de formation, mais aussi échanger sur leurs expériences personnelles, entendre ce que disent les autres parents. Le répit, ça, on l'a grâce à l'intervention à domicile, ce dont je parlais tout à l'heure dans le cadre du master. Et puis, on a une troisième dimension, gestion du stress, résolution de problèmes. Et donc, on est en train d'évaluer ce programme qui est en cours d'application. Et enfin, pour terminer, je voudrais redire que la sensibilisation du public est tout à fait importante pour que le public puisse disposer d'une information claire qui va permettre de rompre avec les préjugés, les représentations fausses, les peurs qui sont inadaptées, et pour que les personnes disposent de certains outils pour être plus aidantes dans la vie de tous les jours. Alors que ce soit en milieu professionnel, on a des tuteurs professionnels dans les entreprises. Nous, on accompagne avec des psychologues ou des accompagnateurs de vie, mais il faut que la relève puisse être prise par des gens qui sont dans l'entreprise. Et ça, c'est important. Et puis dans la rue, j'ai une petite anecdote. Un jour, j'étais dans le RER à Paris et j'attendais devant un distributeur de billets. Et la file s'allongeait. Et j'ai vu devant la machine une personne qui commençait à s'agiter et qui avait des stéréotypies. Donc j'ai coupé la file et je suis venue devant le distributeur et la personne était vraiment embrouillée dans ce qu'il fallait faire. J'ai simplement pointé du doigt. Premièrement, on fait ça. Deuxièmement, on fait ça. Troisièmement, on fait ça. Et la personne a réussi à prendre son billet alors qu'elle était perturbée face à une machine qu'elle ne connaissait pas. C'est vrai que des petits gestes comme ça, on a eu la chance de se rencontrer tous les deux, mais ça aurait pu être une personne qui ne connaissait pas. Et les gens dans la file étaient en train de s'agacer, de dire mais qui c'est ce type et pourquoi il fait tout ça, voilà. Donc important que les gens soient sensibilisés. Donc nous, on a nos recommandations de la HAS, on a des plans autisme et donc on voudrait aller de l'avant. Et j'espère qu'on aura les moyens. Donc il s'agit, pour résumer, d'enseigner des connaissances actualisées en fonction des progrès scientifiques, cibler les besoins des différents professionnels comme il faut cibler les besoins des personnes avec autisme. Les besoins des uns et des autres doivent se rencontrer. Prévoir différents niveaux d'approfondissement de la sensibilisation jusqu'à la formation approfondie. Et je pense que le but ultime, c'est de créer une culture commune afin de permettre le vivre ensemble. Je vous remercie.